Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Et cette semaine, je reçois Antoine Léaumont de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique. On est tout juste quelques jours après ce grand congrès national qui s'est tenu à Paris. Qu'est-ce que vous en retenez ? Écoutez, pour nous, c'était une démonstration de force. Il y avait plus de 5000 personnes dans notre meeting. C'était aussi le moment de montrer un élargissement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon avec ce Parlement de l'Union populaire qu'on rejoint plusieurs personnalités comme Aurélie Trouvé ou Thomas Porte. Oui, on va définir les contours tout à l'heure de ce gouvernement. Très bien, qui montre que voilà, il y a un élargissement autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, des personnes qui sont extérieures à la France Insoumise, qui ont décidé de rejoindre cette campagne. Et puis enfin, c'était l'occasion d'avoir un pôle de résistance républicaine. Quand on a vu le meeting d'Éric Zemmour en face, eh bien, les gens qui veulent défendre la République sociale savent qu'ils peuvent avoir avec Jean-Luc Mélenchon et sa candidature un pôle très fort, capable de remporter l'élection présidentielle et qui sera donc au deuxième tour, je l'espère, de l'élection présidentielle. On regarde un instant dans le rétroviseur. Vous êtes un ancien candidat à la mairie de Châteauroux parce que vous êtes un local de l'État. Tout à fait. Vous êtes un engagé politique qui est issu des rangs de la droite. Qu'est-ce qui a opéré votre mue pour vous retrouver à la France Insoumise ? Écoutez, si j'avais pu voter en 2007, j'aurais voté Bayrou au premier tour. Je n'avais pas le droit de vote, je n'avais pas encore 18 ans. J'aurais voté Bayrou et probablement Sarkozy au deuxième tour. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé d'avis ? C'est la crise des subprimes. Il y a eu un moment en 2008 où les banques ont été responsables d'une crise mondiale et où les États ont sauvé ces banques-là. Quelle a été la réponse des banques à l'issue de cette période ? Ça a été de spéculer contre la dette des États. Et il y a eu des chefs d'État faibles, comme M. Sarkozy, qui ont décidé de céder au chantage des banques et de faire, par exemple... ça vous a décidé ? Tout à fait. De faire, par exemple, la réforme des retraites, de faire une réforme pour allonger l'âge de départ en retraite, et donc de céder aux banques. Et j'ai découvert dans le même temps Jean-Luc Mélenchon, avec son livre « Qu'ils s'en aillent tous », qui proposait une autre voie de reconquête du pouvoir par le peuple et de lutte contre ces marchés financiers, contre ces banques qui avaient pris un pouvoir considérable sur la vie politique de notre pays. Alors vous avez souhaité vous présenter à la mairie de Châteauroux, alors que c'est une place forte de la droite, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous songez encore peut-être à une implantation locale ou est-ce que c'est de l'histoire vraiment qui est derrière vous ? Non, je suis et je reste attaché à la ville de Châteauroux et de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse dans ma vie politique et professionnelle, je resterai attaché à la ville de Châteauroux. Je sais qu'il y a désormais un collectif très puissant des Insoumis à Châteauroux. Je pense qu'on est la première force du département sur le nombre de militants. Et je sais que quoi qu'il arrive, les idées que je porte et que je représente seront portées dans l'Indre et à Châteauroux à l'avenir. Donc vous n'allez pas forcément uniquement rester dans les coulisses de la France Insoumise, à vous occuper de la communication numérique. Ça fait 9 ans déjà. Tout à fait. Peut-être qu'on va vous voir arriver sur le devant de la scène ? Écoutez, vous l'avez dit, j'ai déjà été candidat à l'élection à Châteauroux. J'étais candidat également aux élections départementales. Je suis aussi orateur national de la France Insoumise, donc on me voit de temps en temps sur les plateaux télé. Je suis plus vraiment autant dans l'ombre que je l'étais avant. Maintenant, pour ce qui concerne les élections à venir, on verra, on va décider collectivement de ce qu'il faut faire. Je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour faire campagne dans le département, compte tenu du fait que je fais l'élection présidentielle aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et que je fais tous les déplacements avec lui. Oui, vous le côtoyez tous les jours. Je ne suis pas forcément la personne qui va être le plus dans l'Indre dans les 4 à 5 mois. Si on vous propose d'ailleurs d'aller vous exiler sur un autre territoire pour tenter l'aventure, vous l'accepterez ? Écoute, moi, d'une manière générale, je vais là où je suis utile. Si jamais on me demande d'aller quelque part parce qu'on considère que c'est un endroit où je pourrais construire quelque chose, je le ferai. Pas de crainte d'être parachuté ? Non, pas spécialement. Mais c'est une manière spéciale de voir les choses, de dire parachuté. C'est une élection nationale, au final, l'élection législative. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est l'endroit où je peux être utile pour faire en sorte qu'on construise quelque chose de fort et qu'on remporte une élection législative. Donc, alors, vous êtes très très jeune, vous avez 32 ans, vous êtes partagé entre Châteauroux et Paris. Vous êtes embarqué maintenant dans cette politique au niveau national. Quel regard vous posez justement sur ces villes moyennes comme Châteauroux, des villes qui souffrent au quotidien économiquement, socialement ? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur redonner de l'élan ? On peut faire beaucoup de choses en réalité, mais il faut commencer par se poser la question des problèmes qui se posent. Il y a à l'extrême droite des gens qui nous parlent de grands remplacements.
Et quand on regarde à Châteauroux, ils nous parlent de grands remplacements ethniques, ils disent que c'est de la faute de l'immigration dont viennent tous nos problèmes. Et quand on regarde ce qui se passe à Châteauroux, ce qui se passe dans l'Indre, le grand remplacement, c'est celui des commerces de centre-ville qui deviennent des commerces à l'extérieur de nos villes. C'est celui des maisons qui sont remplacées par des pancartes à vendre. Des entreprises qui souffrent. C'est celui des entreprises qui délocalisent ou qui vont ailleurs, comme Alvance Wheels, par exemple, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, alors cet équipementier automobile qui est implanté depuis longtemps dans le département de l'Indre, comme le disent les responsables syndicaux locaux, il va encore y avoir de la casse. Mais moi, j'espère que non. J'espère que non, parce que Alvance Wheels est pour nous un outil majeur de la souveraineté industrielle de la France. C'est une entreprise dont on a besoin parce que c'est la dernière entreprise de France à produire des jantes en aluminium. C'est-à-dire que si elle ferme, on sera plus capable de faire des voitures tout seul. Donc c'est un outil de souveraineté, c'est un outil pour la transition écologique et pour la bifurcation écologique aussi, puisque la transformation de l'aluminium va être extrêmement utile dans les années à venir. Et la situation est celle-ci en ce moment parce que les grands passeurs de commandes, les constructeurs automobiles ont décidé de partir à l'étranger pour produire. Et je veux vraiment mettre la honte à ces constructeurs automobiles parce qu'on leur a filé 5 milliards d'euros pendant la crise du Covid, à Renault notamment, et ils vont délocaliser. Ils prétendent vouloir délocaliser au Maroc pour économiser, accrochez-vous, 5 euros par jante. C'est-à-dire qu'il y a plus de 280 emplois à côté de Châteauroux, à Dior, qui sont menacés pour faire 5 euros d'économie par roue. Voilà la honte absolue que sont ces constructeurs. Et je veux nommer les responsables également. C'est M. Macron. M. Macron, par l'État, il est actionnaire à 15% de Renault. Il doit exiger de Renault que Renault passe ses commandes en France. Et je vais plus loin. Si jamais M. Macron n'est pas prêt à mettre la pression sur Renault, qu'il nationalise Alvance Wheels, au moins de manière temporaire, alors pour être le temps d'aplanir les choses. Renault a dit qu'il s'engageait quand même à minima à passer des commandes. Oui, mais au bout de combien de temps ? Et pourquoi ? Parce qu'ils ont finalement pris la décision que pourquoi pas ils pouvaient le faire. Mais M. Macron doit mettre la pression pour que ça soit dans le temps, que ça soit dans la durée. Et par ailleurs, cet outil de production, moi je veux qu'on parle des métiers. C'est pas seulement quand on dit qu'on va fermer des usines, on perd des emplois, mais on sacrifie aussi des compétences. C'est des gens qui ont des qualifications qui sont énormes et qu'on perdrait si jamais ces entreprises fermaient et si ces emplois étaient détruits. Alors dans un tout autre domaine de compétences qui touche lui aussi très sensiblement les habitants et comme dans bien d'autres territoires, Châteauroux doit faire face à une désertification médicale. Quelle solution vous prenez ? Il y a par exemple des villes qui ont choisi de salarier des médecins généralistes. La région, ici, en Centre-Val de Loire, s'investit. Est-ce que ça, ce sont les bonnes solutions ? Ce sont des bonnes mesures, oui. Nous le proposions d'ailleurs dans le programme aux élections municipales que j'avais porté, les médecins salariés. C'est une bonne mesure. Maintenant, il faut encore une fois nommer quels sont les responsables. Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande et Monsieur Macron, sous leur mandat, une école a fermé par jour. 2 bureaux de poste ont fermé tous les jours également. Pendant les 20 dernières années, 50% des maternités ont été fermées. Donc on voit que c'est des choix politiques qui ont été faits, ceux de concentrer de plus en plus dans les grandes villes et de laisser nos campagnes finalement un peu à l'abandon. Moi je veux dire aux gens que s'ils veulent du service public, le bulletin de vote à utiliser dans l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il y a une mesure qui est une mesure centrale de notre programme, c'est ne pas être à plus de 15 à 30 minutes des 4 services essentiels que sont l'école, la gare, la poste et un hôpital. Voilà, ça c'est une mesure simple et nous utiliserons les moyens de l'État pour rétablir ces services publics. Les hôpitaux qui eux aussi, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, sont en très grande tension. On va parler maintenant de cette présidentielle qui vous occupe, qui se profile, c'est dans moins de 5 mois maintenant. Le paysage est à peu près bien dessiné maintenant. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pressenti pour le deuxième tour. Qu'est-ce qui ne séduirait pas dans le logiciel LFI pour un jour accéder au second tour ? Pour l'instant, ce que nous disent les sondages, c'est qu'il y a surtout 40% d'abstention. Et on le sait, ceux qui s'abstiennent le plus sont les jeunes et les milieux populaires. Or, ce sont aussi ceux qui, en 2017, avaient le plus voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui avait recueilli 7 millions de voix. Moi, je regarde ce qui s'est passé en 2017. Jusqu'au mois de février, au mois de mars à peu près, on était donné à autour de 10% dans les sondages, 10-12. On est déjà à ce niveau-là aujourd'hui. Et dans le mois de mars, il y a eu une progression assez fulgurante de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le moment où les gens se passionnent pour la politique, ils entrent dans la politique. Vous allez me sortir qu'il faut toujours se fier des sondages. Non, je pense qu'il faut s'y fier ou s'en méfier. En tout cas, c'est des outils qui nous donnent une indication à un moment T, qui permettent de voir des progressions ou des régressions éventuellement. Mais là, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quand même largement en tête de l'espace qu'on appelle la gauche, même si je m'y réfère, je vous l'avais dit tout à l'heure, je n'en viens pas, donc je ne m'y réfère pas comme de l'espace politique central. Mais en tout cas, il
il est en tête de cet espace-là. Et il a surtout un programme qui est capable de rassembler largement. Est-ce que vous pensez que la France est à droite à l'heure actuelle ? Justement, j'y viens sur ça. On a testé, nous, les mesures de notre programme par sondage. D'habitude, les gens font des tests sur les candidats. Nous, on teste les mesures. Et on a constaté que ces mesures étaient largement soutenues par les Français, entre 57% pour la moins soutenue et 90% pour les plus soutenues. Donc ce programme, j'invite les gens, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient abstentionnistes, qu'ils soient apolitiques, comme disent certains, j'invite les gens juste à l'acheter et à le lire. Et à regarder en se disant, je vais choisir pour les 5 ans à venir ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour mon pays ? Est-ce que je veux ce que nous propose Macron, Zemmour et compagnie, ou bien est-ce que je veux la 6e République, l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans ? Jean-Luc Mélenchon lui propose d'instaurer un parlement de campagne. Quels en seraient les contours exactement de ce parlement de campagne ? Alors, on a déjà commencé à le présenter dimanche dernier. Il y a, je l'ai dit, plusieurs personnalités qui nous ont rejoints, qui sont des personnalités qui viennent pas forcément du monde politique et même qui ne viennent pas en réalité du monde politique. C'est des associatifs, des syndicalistes, des chanteurs, des artistes qui ont décidé de dire désormais il y a un risque majeur pour la République en France, c'est la potentielle arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et dans ce moment-là, des gens prennent la décision courageuse, je trouve, de rejoindre un candidat à l'élection présidentielle en disant voici le programme qui peut nous permettre de faire la République sociale. C'est pour cela, selon vous, qu'il faut ouvrir une 6e République ? Complètement. Je veux dire, quand on voit la désaffection des gens pour la politique, elle est censée, cette désaffection des gens. Moi, je la partage dans une large mesure. Mais en quoi une 6e République arrivera à résoudre tous ces problèmes de chômage, d'économie ? Pour ces problèmes-là, c'est d'autres étapes qui sont les nôtres. Mais par contre, pour ce qui concerne la 6e République et la désaffection des urnes, c'est le moyen pour les gens d'avoir un contrôle sur leurs élus. Les gens en ont ras-le-bol d'élire des gens qui décident de tout ce qu'ils veulent et qui ensuite ne sont pas comptables du peuple. Nous proposons le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la possibilité de proposer des lois, de supprimer des lois ou de révoquer des élus en cours de mandat dont on ne serait pas satisfait. Je prends un exemple très concret. Monsieur Macron est au pouvoir depuis 2 ans. Et puis d'un seul coup, il décide de faire, l'augmentation des taxes sur l'essence. Il y a un mouvement populaire qui se met en place. Eh bien, ce mouvement populaire, au lieu de se prendre des coups de flashball dans la tête, il aurait pu s'exprimer par un référendum d'initiative citoyenne pour ou contre le fait que M. Macron continue son mandat. Ça aurait été un moyen de régler le conflit qui a été soulevé par les Gilets jaunes dans les urnes et de dégager M. Macron. Si nous n'en étions pas contents, sachez que moi, j'aurais voté personnellement pour dégager M. Macron. Alors, les énergies, puisque vous les évoquez à l'instant, je parle de tous les carburants, bien sûr. Comment les réguler ? Parce qu'on s'est aperçu que ça n'a jamais été vraiment possible. C'est possible en réalité, on peut bloquer les prix. Alors c'est une mesure qui a été mise en place dans le passé. Ça a par exemple été mis en place très récemment sur les masques. Les prix des masques ont été régulés parce qu'il commençait à y avoir une inflation énorme et au bout d'un moment, le gouvernement, qui est pourtant pas un gouvernement de bolcheviques, a dit qu'il fallait bloquer les prix. Le blocage des prix, c'est ce qui permet de les faire diminuer et de les mettre au niveau où ils étaient avant l'augmentation des prix en prenant l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des pétroliers, par exemple, si on parle de l'essence, ou si on parle de l'alimentation, dans les poches de la grande distribution. Ça, c'est le grand problème de ce gouvernement. Il est en train de faire des chèques énergie. La grande distribution, vous parlez par exemple de l'alimentaire, là. De l'alimentaire, complètement. Mais oui, parce que vous prenez aussi un blocage des prix de l'alimentaire. Un blocage des prix de l'alimentaire sur les produits alimentaires de première nécessité. Mais en fait, juste pour aller jusqu'au bout, ce que fait ce gouvernement actuellement, c'est qu'il fait des chèques énergie, il va distribuer 100 € à chaque Français, etc. Des aides, oui. Mais en réalité, tout ça, c'est notre argent à nous. Il distribue notre argent à nous qu'on paye par les impôts. Ceux qui font de l'argent actuellement sur l'augmentation des prix, ben oui, ceux qui font de l'argent actuellement sur les prix, c'est les pétroliers. Total a quand même versé 7 milliards d'euros de dividendes l'année dernière, et la grande distribution, pareil, qui s'en met plein les poches sur notre dos. Jean-Luc Mélenchon, notre proposition forte, il souhaite sortir du tout nucléaire avant 2050. Alors, comment faire pour y arriver aussi rapidement, à une aussi brève échéance ? Alors déjà, je commence par dire que c'est une mesure qui est largement soutenue. Il y a 57% des Français qui sont favorables à la sortie du nucléaire. C'était d'ailleurs la mesure la moins soutenue de notre programme, mais vous voyez qu'elle est quand même majoritaire. Mais on fait comment ? On met des éoliennes partout, des parcs photovoltaïques ? Eh bien écoutez, il faut faire l'ensemble de ces choses-là. Et sur les éoliennes, nous sommes plutôt pour les éoliennes en mer. On était avec Jean-Luc Mélenchon à l'école centrale de Nantes, où il y a des gens qui travaillent beaucoup sur l'éolien en mer et qui nous disent qu'ils sont capables d'installer une puissance
puissance équivalente aux centrales nucléaires assez rapidement. Maintenant, ce qu'il faut faire, et on le voit, c'est sortir progressivement du nucléaire, installer au fur et à mesure les énergies renouvelables qui permettent de remplacer ces centrales. Mais je le dis, il faut commencer par se poser la question du danger. Est-ce que ces énergies renouvelables auraient la même capacité, le même pouvoir de production que les centrales nucléaires? On peut même faire plus en réalité, parce que la mer contient, je crois que c'est 60 fois l'énergie dont nous avons besoin sur le territoire national français. Donc on peut tout à fait le faire. Après, il y a des questions parce que c'est des énergies intermittentes, etc. Mais on peut utiliser les barrages pour réguler. Mais j'en profite pour dire qu'on ne pourra pas utiliser les barrages pour réguler si on les privatise. Nous sommes absolument opposés à cette privatisation des barrages. Mais je veux juste dire pourquoi nous voulons sortir du nucléaire. C'est une prise de conscience générale que le nucléaire peut être dangereux. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais ça veut dire que si ça arrive, ça peut paralyser l'ensemble du pays. Donc on a plus intérêt à utiliser de l'argent pour sortir de cette énergie, plutôt que, comme c'est ce qui est décidé actuellement, pour recaréner nos centrales nucléaires, il y en a pour 100 milliards d'euros quand même, pour essayer de prolonger leur vie. Elles ont déjà, pour certaines, dépassé leur durée de vie assez largement. Autre initiative que souhaite Jean-Luc Mélenchon, c'est par exemple pour aider les ménages, c'est plafonner les frais bancaires à 200 € maximum sur un an pour tous les comptes. C'est donc dans le programme de la France Insoumise. Sur le principe, vous le savez, il n'y a aucune banque qui ne va accepter ça. Comment un gouvernement peut s'y prendre pour contraindre ce secteur qui n'a pas de puissance égale d'ailleurs, il faut bien le reconnaître? Eh bien par la loi. Et écoutez, une banque ne peut pas exercer son activité en France si elle ne respecte pas la loi, comme les citoyens ne peuvent pas exercer d'activité si elles ne respectent pas la loi. On peut les contraindre, les banques. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'en avoir la volonté politique. Vous l'avez dit, plafonner à 200 € les frais bancaires sur l'ensemble d'une année, c'est simplement éviter que les banques prélèvent sur nous un impôt privé. Mais je vais plus loin parce qu'il y a d'autres mesures qui vont dans cet ordre d'idées. Nous voulons par exemple faire le 100% sécu, c'est-à-dire ramener dans la sécurité sociale ce qui est actuellement pris par les mutuelles. Pourquoi ? Eh bien parce que les mutuelles nous font perdre de l'argent au final. Elles ont des enjeux de versement de dividendes, en tout cas d'argent qui ne sont pas les nôtres. Vous êtes donc favorable au projet de grande sécurité sociale du gouvernement là. Alors c'est plutôt lui qui a copié notre idée puisque c'était dans notre programme dès 2017. Mais ils ne vont pas le faire et on sait pourquoi. Il y a des intérêts économiques qui sont trop importants dans ces mutuelles. Mais ne serait-ce que parce que les mutuelles doivent se faire de la pub pour se concurrencer entre elles. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent gâché. On a besoin de tout cet argent dans la santé. Donc il faut revenir à un 100% sécurité sociale. Et ça, c'est pareil. Ça fera faire des économies considérables aux gens. J'aimerais qu'on dise un mot sur la précarité des jeunes générations. C'est un défi à relever, ça vous le savez. Jean-Luc Mélenchon propose, lui, une allocation d'autonomie de 1 000 € pour tous les étudiants qui sont détachés du foyer de leurs parents. C'est une somme annuelle, je suppose, ça. Non, c'est une somme mensuelle. Mensuelle. Oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, justement, si c'est mensuel, comment pouvez-vous financer ? Il y a plein de sources de financement qui sont possibles. Monsieur Macron a supprimé l'ISF, ça nous rapportait 3 milliards d'euros par an. Nous proposons de rétablir l'ISF et de le rendre plus progressif pour taxer encore davantage les plus riches, ce qui pourrait rapporter 8 milliards d'euros par an. Il y a par ailleurs des mesures qui ont été mises en place comme le CICE, la flat tax, qui nous coûte chaque année 22 milliards d'euros environ, les deux additionnés. Nous proposons de supprimer ça. Alors toutes ces aides, concomitamment à l'embauche de 300 000 jobs pour les jeunes étudiants, finalement, avec toutes ces aides que vous allez proposer, que vous proposeriez, est-ce que vous risquez pas finalement de vous aussi cramer la caisse, comme dit Valérie Pécresse ? Écoutez, moi, encore une fois, je viens de la droite et je regarde. La droite nous parle sans arrêt de la dette, la dette, la dette. Je regarde qui au pouvoir a fait augmenter la dette, c'est M. Sarkozy, M. Macron, qui l'ont fait exploser, cette dette-là. Nous, ce que nous proposons, déjà, c'est de récupérer l'argent où il est, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui en ont beaucoup, et de ceux qui ne sont pas fidèles à leur patrie. Parce que certains pensent emmener la patrie à la semelle de leurs chaussures en allant au Luxembourg, en allant dans des paradis fiscaux. Nous allons les pourchasser et récupérer l'argent qu'ils nous doivent. Premier point. Deuxième point, mieux répartir l'impôt sur le revenu. Nous voulons faire 14 tranches pour que tous ceux qui gagnent plus de 4 000 € payent davantage d'impôts et que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € soient gagnants dans notre système d'imposition, c'est-à-dire paient moins d'impôts. Toutes ces mesures-là nous permettent de récupérer de l'argent et de le redistribuer de manière plus équitable. Je vais juste jusqu'au bout de l'idée. Quand vous donnez c'est 1 063 € très exactement qu'on veut donner aux jeunes qui sont donc détachés de leur foyer fiscal. Et de façon mensuelle. Et de façon mensuelle.
Pourquoi on veut faire ça? Parce que les jeunes qui étudient doivent étudier. Ils ne doivent pas être dans des petits boulots, ils ne doivent pas être dans des petits jobs. Donc déjà, si vous libérez... Ce qu'ils font en règle générale. Complètement. Et si vous libérez déjà les jobs étudiants, vous créez de l'emploi pour ceux qui n'en ont pas nécessairement. Premier point. Deuxième point, quand vous donnez de l'argent à des étudiants... Ces fameux 300 000 emplois jeunes. Complètement. Que vous souhaitez. Donc quand vous donnez de l'argent aux jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont le placer sur les marchés financiers? Non. Ils vont consommer. Évidemment. Et ils vont consommer mieux. Ils vont consommer bio. Ils vont consommer local parce qu'ils peuvent s'alimenter d'une meilleure manière. Donc en faisant ça, vous créez un cercle vertueux qui permet de relancer aussi l'activité économique locale avec l'ensemble des mesures que nous proposons par ailleurs, comme le protectionnisme, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas entrer des produits qui viennent de l'extérieur et qui sont polluants. Donc vous voyez, notre programme L'Avenir en commun, qui est disponible donc en librairie, c'est un programme global, c'est un programme d'ensemble. Il ne faut pas prendre chacune des mesures séparément, parce que sinon, effectivement, vous allez me dire comment on finance ça, combien ça coûte, on va cramer la caisse. Mais par contre, si on regarde l'ensemble, l'idée est de mettre en place un cercle vertueux qui puisse relancer l'économie de notre pays. Alors, on évoquait ce système éducatif, même dans les plus petites classes, c'est un système qui est en souffrance, on ne peut pas le nier. Les enseignants qui seraient trop souvent absents, selon un dernier rapport de la Cour des comptes, parce qu'ils sont peu remplacés en même temps. Quelle solution vous entrevoyez à la France Insoumise pour venir en aide à ce système éducatif qui est malade en France? Il y a plusieurs choses à faire. Il y a déjà titulariser les précaires de la fonction publique. Il y a ensuite embaucher, parce qu'on a besoin d'embaucher des enseignants. Mais il va falloir, je le dis, pour embaucher, il va falloir convaincre des jeunes de vouloir devenir enseignants, parce que c'est devenu de plus en plus difficile. Quand des gens disent sans arrêt que les professeurs sont paresseux, qu'ils ne travaillent pas assez, etc., et qu'en plus d'endurer toutes ces insultes, les gens... Non, la Cour des comptes dit qu'ils sont beaucoup trop souvent en réunion et qu'ils ne sont pas remplacés. Voilà, ils sont trop souvent en réunion et pas remplacés. Vous voyez, c'est des propos qui sont méprisants contre les professeurs. Que ce soit la Cour des comptes ou que ce soit certaines personnes à droite qui nous disent qu'ils foutent rien, etc., parce que je ne sais quoi, ils font 18 heures par semaine alors qu'ils ne pensent pas au fait qu'il faut préparer les cours, corriger les copies, préparer ce qu'on va faire avec les élèves. Donc il y a des propos qui sont méprisants et par ailleurs ils sont parmi les moins payés d'Europe. Donc ça ne donne pas envie de devenir professeur. Il va falloir recréer de l'envie de devenir professeur. Déjà rien que ça va être un effort considérable à produire. Et puis ensuite, embaucher, augmenter les salaires et évidemment donner envie aux professeurs, aux futurs professeur potentiel de le devenir. D'une façon générale, il a été remarqué qu'il y a certains points du programme de la France Insoumise qui ne correspondraient pas aux exigences des traités européens. Tout à fait. Vous le savez. Comment alors vous pourriez contourner ce qui est en place? Bien, il y a une règle qui existe au niveau européen qui s'appelle l'opt-out. Alors c'est un peu technique, mais en gros, quand on n'est pas d'accord avec un traité, on peut faire opt-out, c'est-à-dire aller dehors, en gros, opter pour sortir d'un seul traité. Il y a plusieurs pays qui l'utilisent, qui l'ont mis en place sur des mesures particulières, et nous le mettrons en place sur ce qui est contradictoire avec notre programme. Il faut que les gens sachent que nous sommes déterminés à ce que notre programme s'applique. C'est-à-dire que si l'Union européenne dit ça c'est non, nous dirons ça c'est oui. Et en disant ça, nous dirons, si jamais l'Union européenne veut aller à la confrontation, que nous sommes prêts à faire opt-out sur certains traités. Mais néanmoins, ce que nous voulons espérer, c'est de faire bouger les lignes. C'est toujours ça qu'on espère quand on est dans un espace collectif. Donc si on arrive à améliorer les traités, eh bien, nous en serons très heureux parce que non seulement ils seront meilleurs pour la France, mais en plus ils seront meilleurs pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les peuples de l'Union européenne. Donc voilà, on peut changer des choses à condition de mettre en place un rapport de force et d'être prêt à aller jusqu'au bout de ce Antoine Léaumont, c'est une vraie rupture avec le système libéral que vous proposez là. Est-ce que la France, selon vous, aurait les épaules assez larges pour l'assumer? Tout à fait. Nous sommes la 6e puissance économique du monde. Nous avons un pays qui est présent sur tous les continents avec les départements d'outre-mer. Donc nous sommes un grand pays. Souvent, on nous parle de la France en la rabougrissant, en la regardant un peu avec... Est-ce qu'elle doit, par exemple, sortir de l'Europe, selon vous? Non, je crois pas. Je crois justement que nous devons mettre en place un rapport de force avec l'Union européenne. Par contre, je vous prends un exemple très concret. Je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, nous voulons sortir du glyphosate. Bon, si la France sort du glyphosate toute seule, on va avoir des produits qui vont venir de l'Union européenne qui sont glyphosatés. Nous n'en voulons pas. Donc nous devons dire que nous voulons mettre un stop à ces produits, protectionnisme écologique, et donc dire que nous désobéirons aux traités qui sont sur le libre-échange et la libre circulation sur ce point précis. Voilà un moyen d'entrer en rapport de force avec l'Union européenne, parce que pensez-vous que les autres peuples vont dire? Vous êtes encore et toujours sur ce créneau de la désobéissance. Tout à fait, mais prendre l'opt-out, ça veut dire sortir d'un traité bien spécifique. Je pense que les Européens, normalement, sont des gens assez malins. Ils savent très bien que s'ils veulent entrer dans un rapport de force avec la France, il leur en cuira beaucoup. C'est ce monde de
technocrate, d'euro-technocrate que désigne à chaque fois Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous voyez, c'est un pouvoir qui est extrêmement loin de nous. Alors, on vote de temps en temps pour des parlementaires européens qui vont siéger à Bruxelles, mais au final, ils ont un pouvoir qui est extrêmement limité. C'est la Commission qui décide pour l'essentiel de tout. Et ces gens-là, nous ne décidons pas qui siège à la Commission européenne. Donc, il y a un problème de fond qui se pose, qui est un problème démocratique. Et le cadre de la démocratie actuelle, c'est l'État-nation, c'est la France. Donc, pour prendre les décisions, et si vous voulez que ce programme s'applique, il faut voter dès 2022 pour Jean-Luc Mélenchon. Quelques derniers mots, Antoine Léaumont, parce que le temps passe très très vite, il nous reste à peine 3 minutes. Jean-Luc Mélenchon a déclaré réaliser sa dernière campagne présidentielle. Qui va reprendre le flambeau derrière lui? Parce qu'il incarne ce parti. Il y a d'ailleurs comme une certaine idée du culte de la personnalité. Je ne crois pas qu'il y ait de culte de la personnalité. La Ve République pousse à ça. Elle pousse à la personnalisation autour d'un candidat qui doit décider de tout. La question n'est pas maintenant de savoir qui prendra la suite de Jean-Luc Mélenchon, parce que moi, mon hypothèse la plus vraisemblable est qu'il soit élu président de la République et qu'il mette en place une 6e République. Donc notre but, c'est justement... Qui aurait les épaules chez vous, à la France Insoumise? Il y a bien des gens qui ont les épaules pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais moi, encore une fois, ce que je veux, c'est qu'on mette en place une 6e République et qu'ensuite, le travail soit plus collectif dans la prise du pouvoir. Il y a des pays qui sont des pays avec une force parlementaire bien plus importante. C'est ce vers quoi je pense qu'il faut tendre pour la France. Parce que c'est un personnage clivant. Jean-Luc Mélenchon. Mais la politique est clivante. Si vous allez dans vos repas de famille de Noël, je ne sais pas si vous allez parler de politique ou pas avec votre famille, mais souvent il y a quelqu'un qui est un peu à droite, quelqu'un qui est un peu à gauche, parfois même un peu plus loin, et puis on débat, on discute. C'est ça la politique, c'est cliver et ensuite prendre une décision qui est celle qui va dans le sens de l'intérêt général. Nous, c'est ce que nous proposons. Et je l'ai dit, je pense qu'il faut sortir des logiques juste de gauche-droite. Moi, simplement pour aller jusqu'au bout de ça. Les gens qui veulent soutenir ce programme-là peuvent aller l'acheter, premièrement. Et deuxièmement, ils peuvent nous soutenir d'où qu'ils viennent en allant sur notre site mélenchon2022.fr. Il y a tous les outils pour faire campagne autour de Jean-Luc Mélenchon. En 2 mots, s'il vous plaît, quels sont les rapports de LFI à l'heure actuelle avec le Parti communiste ? Écoutez, ils ont décidé de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Moi, je le regrette parce que je pense qu'on est plus forts ensemble. Nous avons fait 2 campagnes présidentielles ensemble. Nous avons des programmes qui sont très proches. Et je pense qu'on serait plus fort si on faisait campagne ensemble. J'espère que nos camarades communistes nous rejoindront. Chemin à gauche, parce qu'on voit ce qui se passe là. Malheureusement, il y a des appels à l'union, mais non, malheureusement non. Moi, moi, j'aimerais bien que Fabien Roussel décide de rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a proposé... Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Il a proposé, Jean-Luc Mélenchon, qu'on fasse un accord plus large, y compris de gouvernement aux élections législatives. Donc je souhaite vivement que nos camarades communistes nous rejoignent dans cette campagne. Ce serait un coup de force pour nous aider, et puis ça permettrait, je pense, de gagner cette élection présidentielle avec leur soutien. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'avoir accepté le principe de ce grand entretien. Je sais que vous aurez plaisir à prendre un petit peu de repos en ces fêtes de fin d'année, parce que vous avez encore beaucoup de déplacements à faire. Merci encore. L'info continue.